La Chine est sans aucun doute aujourd'hui le deuxième pays le plus puissant du monde. Mais que se passerait-il si la Chine devenait numéro 1? Cette idée inquiète les puissances occidentales depuis la majeure partie du XXIe siècle. Avec leur rattrapage rapide dans de nombreux domaines économiques et technologiques, les chances que cela se produise réellement sont, à mon avis, assez minces, vu leur effondrement démographique imminent, entre autres. Mais que se passerait-il s'ils devenaient la police mondiale et influençaient le monde entier? Eh bien aujourd'hui, je vais très probablement échouer en essayant d'émettre des hypothèses sur ce à quoi cela ressemblerait. Dans notre situation actuelle de relations internationales et de politique des grandes puissances, il existe un monde multipolaire. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes superpuissances politiques, les États-Unis, la Chine et la Russie. L'Amérique est la superpuissance dominante, suivie de la Chine, tandis que la Russie est loin derrière et continue de reculer. La Russie, moins puissante que d'autres superpuissances dans la plupart des domaines, détient néanmoins l'un des plus grands arsenaux nucléaires mondiaux. Tant qu'ils ont ces armes, ils resteront une superpuissance. Ceci diffère du monde bipolaire de la guerre froide, où seuls l'Union soviétique et les États-Unis, alors relativement équilibrés, existaient. Ensuite, de 1991 jusqu'à la fin des années 2010, nous avons vécu dans un monde unipolaire. La Chine ne devenait une grande puissance que durant cette période. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie était un État failli, loin d'être une grande puissance politique. Les États-Unis, en tant que seule grande puissance politique, étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, comme étendre l'OTAN à travers toute l'Europe et envahir des pays comme l'Irak et l'Afghanistan, sans aucune répercussion de la part d'autres superpuissances. Maintenant, cependant, les choses sont différentes. Nous vivons dans un monde multipolaire où trois superpuissances existent, ainsi que deux conflits majeurs. À la différence du conflit unique de la guerre froide, la guerre en Ukraine oppose les États-Unis à la Russie, tandis que celui avec la Chine concerne Taïwan. Avoir un monde multipolaire, avec plusieurs conflits entre superpuissances, crée un niveau d'instabilité sans précédent. C'est un scénario très problématique pour les États-Unis, car ils doivent faire face à deux conflits distincts avec des superpuissances situées de part et d'autre du globe. C'est là que les choses commencent à devenir hypothétiques. Imaginez que l'Occident gagne la guerre en Ukraine et humilie la Russie et Poutine. Cela rapproche la Russie des Chinois, car Poutine devrait renforcer l'alliance russo-chinoise pour assurer la renaissance de la Russie. Ce serait la première étape de l'ascension de la Chine vers la domination. Ensuite, le monde tournera son regard vers Taïwan, où, si la Chine envahit et parvient à occuper l'île, l'Amérique aura, pour ainsi dire, perdu une partie essentielle de l'hémisphère oriental, et l'équilibre des pouvoirs changerait fondamentalement. La Chine devrait sans doute mener une invasion amphibie à travers le détroit de Taïwan pour prendre Taïwan. Sans doute la forme de guerre la plus difficile à mener avec succès. Avant que vous ne m'arrêtiez, je vais m'arrêter, car je sais que c'est très improbable. J'ai même fait une vidéo sur comment la guerre se déroulerait. Mais pour les besoins de cette vidéo, supposons que la Chine réussisse à évincer l'influence américaine et à consolider son pouvoir à Taïwan. Cette superpuissance montante n'est plus seulement un hégémon régional. Elle peut désormais prétendre au statut d'hégémon mondial dans le jeu des grandes puissances. La Chine contrôlerait tout le Pacifique occidental, plaçant l'Australie, les Philippines, la Corée du Sud et le Japon dans l'orbite d'une nouvelle superpuissance, réduisant fortement l'influence américaine dans la région. En fait, cette situation pourrait potentiellement forcer ses alliés des États-Unis à se rapprocher de la Chine. Si ce n'est pas de manière authentique, alors au moins de façon superficielle. Sinon, un scénario similaire à celui qu'on a vu avec l'Ukraine lorsqu'elle a tenté d'adhérer à l'OTAN pourrait se reproduire. L'Ukraine reste dans l'orbite de la Russie. En réalité, à leurs frontières, ils ont tenté de rejeter la volonté de leur superpuissance locale, souhaitant une position pro-russe ou neutre. Si vous mettez en colère votre superpuissance locale en vous alignant avec une superpuissance rivale, qui dans ce cas était les États-Unis ou l'OTAN, votre hégémon régional n'appréciera pas et pourrait envahir s'il estime que la situation représente un risque existentiel pour sa sécurité. Les alliés des États-Unis en Asie de l'Est et dans le Pacifique devraient reconsidérer leur alliance avec les Américains, car cela pourrait menacer leur souveraineté et la sécurité de leur population, bien que ce risque ne soit pas immédiat. Les cycles des superpuissances peuvent durer des décennies ou plus, comme nous le savons, mais il existe un effet domino difficile à arrêter une fois qu'il est enclenché. À mesure que les États-Unis perdent des positions à l'Est, leur influence géopolitique mondiale faiblit rapidement. Beaucoup estiment que l'implication des États-Unis en Ukraine pourrait mener à une situation où la Chine prendrait Taïwan et remplacerait les États-Unis comme hégémon mondial, principalement parce que les Américains se disperseraient trop en menant simultanément deux grands conflits entre superpuissances. Non seulement c'est plausible, mais avec le conflit en Ukraine qui s'enlise et risque de rester gelé de longues années, une présence militaire de l'OTAN y devient inévitable. Nous assistons peut-être à l'émergence du nouvel hégémon mondial dont nous parlons, bien plus tôt que certains ne l'avaient prévu.
Alors, que se passerait-il si cela arrivait? Que se passerait-il si les États-Unis vainquaient la Russie en Ukraine mais perdaient Taïwan et l'hémisphère oriental? À quoi ressemblerait un monde dominé par la Chine? Ainsi, la Chine commencera très probablement à réduire l'influence américaine dans des pays comme la Corée du Sud, le Japon, les Philippines, etc., en créant sa propre version de la doctrine Monroe. Quant à ce qu'est cette doctrine, c'est une loi instaurée par le président américain James Monroe en 1820, interdisant à toute puissance étrangère de s'allier militairement avec un pays de l'hémisphère occidental. Ainsi, si un pays comme la France, l'Espagne, la Russie ou la Chine tentait d'accroître son influence en Amérique latine, la doctrine Monroe s'appliquerait, poussant les États-Unis à envahir ce pays pour empêcher cette influence étrangère. Cette doctrine a fortement influencé la politique étrangère des États-Unis dans la région, notamment au XXe siècle. L'Amérique a organisé des changements de régime et des coups d'État dans tous les pays d'Amérique du Sud, centrale et des Caraïbes. Durant les guerres bananières, les États-Unis renversaient fréquemment des dirigeants démocratiquement élus pour protéger leurs intérêts économiques. Les bananes, ressources naturelles clés pour ces nations, ont donné leur nom aux guerres bananières. Mais des entreprises américaines comme la United Fruit Company exploitaient ces ressources à leur profit et ne voulaient pas que cela change. Ainsi, la doctrine Monroe était le fondement sur lequel les États-Unis pouvaient protéger leurs propres intérêts économiques dans leur région, tout en dissuadant les influences étrangères d'empiéter sur leur territoire. La raison pour laquelle cela est important, c'est qu'un hégémon régional impitoyable doit mettre en place un type de loi similaire afin de dominer sa région de la même manière. L'Amérique ayant déjà une présence militaire chez ses alliés d'Asie de l'Est, cela peut paraître différent. Mais la Chine adoptera une politique similaire, repoussant peu à peu les États-Unis par la guerre ou des coups d'État hors de la Corée du Sud, du Japon et d'autres zones stratégiques. Après la défaite américaine à Taïwan, la présence navale des États-Unis diminue, la Chine contrôlant désormais la mer de Chine méridionale et d'autres étendues maritimes auparavant contrôlées par les États-Unis dans la région. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 500 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 1,5 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. La capacité de l'Amérique à protéger ses alliés asiatiques. Même si en réalité il le ferait sans doute, supposons que l'Amérique ne puisse pas protéger ses alliés occidentaux durablement. Dans ce contexte, l'influence militaire américaine, bien que majeure, resterait limitée à l'hémisphère occidental. Alors que la Chine domine l'hémisphère oriental, elle renforcera aussi ses liens économiques avec l'Afrique et les pays en développement. Comme on l'a déjà constaté, les nations africaines se tournent aujourd'hui vers la Chine, attirées par des programmes d'investissement comme l'initiative Ceinture et Route, BRI, et par l'exploitation continue des puissances coloniales occidentales. La Chine a déjà posé les bases pour une large présence en Afrique, limitant de plus en plus les capacités de renseignement et militaires des États-Unis hors d'Europe et des Amériques. Les conflits locaux deviendront fréquents. Quand un hégémon mondial en remplace un autre, le désespoir grandit et des guerres d'eau par procuration éclatent partout, posant de nouveaux risques sécuritaires pour chaque superpuissance. Stratégiquement, si la Chine devient la superpuissance militaire, elle pourra étrangler économiquement les États-Unis en coupant leurs principaux canaux commerciaux et chaînes d'approvisionnement. C'est une tactique agressive, mais avec la capacité des États-Unis à se relever, une offensive reste la stratégie la plus sûre pour ce nouveau leader mondial dans la limite du raisonnable. Pousser les États-Unis à bout pourrait déclencher une guerre nucléaire, mais la destruction mutuelle assurée devrait l'empêcher. À une échelle plus réduite, des pays comme le Japon et la Corée du Sud disposent des matières premières et des mécanismes de production nécessaires pour fabriquer des armes nucléaires.
Ils deviennent des ennemis régionaux majeurs pour la Chine, surtout concernant la politique du bord du gouffre nucléaire. Pourtant, l'ascension de la Chine est étroitement liée à la revanche qu'elle cherche à prendre pour le siècle d'humiliation. La période allant approximativement du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, durant laquelle elle a été dominée par les puissances occidentales et l'Empire japonais. Un monde dominé par l'idéologie du siècle d'humiliation de la Chine connaîtrait une revanche brutale contre ses anciens ennemis. Ce n'est pas une politique étrangère fondée sur la peur, mais sur la vengeance. Comme les Japonais l'ont fait à la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, on pourrait aussi craindre une occupation brutale au Japon. Quand une superpuissance se construit sur la volonté de se venger de griefs passés, comme l'Allemagne nazie, cela peut mener à une forte agressivité géopolitique. Le seul avantage pour eux est que cela remonte à si longtemps que la Chine pourrait passer à autre chose. Peut-être. Cela nous amène à la domination économique de la Chine dans sa nouvelle position de leader. Nous savons déjà que la Chine est aujourd'hui une superpuissance économique. Tout en restant une société totalitaire, l'adoption du capitalisme par le PCC a énormément enrichi la nation. Ils sont déjà le principal pôle manufacturier mondial, représentant plus d'un quart du marché mondial de la fabrication. Cela va très probablement continuer. La pièce maîtresse de ce nouvel ordre mondial, c'est Taïwan. Puisque Taïwan représente actuellement 50% du marché mondial de la fabrication de semi-conducteurs, et que la Chine occupe actuellement la 5e place dans ce domaine, le nouvel empire chinois, s'il contrôle Taïwan, dominera l'industrie du traitement des semi-conducteurs. Ils contrôleront également la Corée du Sud et le Japon, qui occupaient respectivement les 2e et 3e places sur cette liste. L'industrie américaine des semi-conducteurs, 4e mondiale, ne rivalisera pas avec les 4 principaux producteurs réunis, permettant à la Chine de dominer sans contestation cette industrie valant 1000 milliards de dollars, tout en limitant sévèrement l'accès de l'Amérique aux technologies cruciales sur lesquelles repose désormais notre monde. Les investissements à long terme de la Chine en Afrique et leur contrôle militaire du continent leur permettront de dominer des matières premières clés comme le cobalt et le chrome grâce à leurs mines au Congo et ailleurs. Cela privera aussi les Américains des matériaux essentiels au développement de leur industrie des semi-conducteurs. La principale préoccupation économique de la Chine, et sans doute la plus urgente pour sa survie, est son problème démographique. Alors que leur population de près d'1,5 milliard connaît une chute du taux de natalité, les économistes mondiaux prédisent un effondrement majeur. Avec des taux de natalité chinois tombant à des niveaux historiquement bas de 6,7 pour 1000 en 2022, alors qu'ils étaient aussi élevés que 14,7 les années précédentes. La baisse progressive du nombre d'adultes valides disponibles pour le marché du travail, surtout dans la grande industrie manufacturière, est potentiellement catastrophique. Lorsqu'un pays a un taux de natalité trop bas pour stabiliser sa population, il est rarement possible d'y remédier. Ainsi, ils auront bientôt un ratio insoutenable de seniors par rapport aux actifs, menant à l'effondrement de la société. Dans ce nouveau monde où il domine l'hémisphère oriental, la Chine agit comme l'URSS durant la guerre froide, utilisant des États satellites comme centres de production et exploitant ces populations pour compenser le manque de main-d'œuvre. Ce fut difficile pour les soviétiques et a causé plusieurs famines majeures. Ce problème persiste avec ce modèle, et des pays voisins comme la Corée du Sud et le Japon rencontrent aussi des difficultés démographiques similaires à la Chine. Le plan existe pour leur éviter le piège démographique dans un monde où ils sont la première superpuissance. Le contrôle autocratique de l'hémisphère oriental pourrait être leur seul moyen d'y parvenir. Maintenant que leur position militaire et stratégique est sans égale, en plus de leur puissance économique qui s'amplifie, nous allons examiner un autre niveau de la politique mondiale où ils peuvent prendre le contrôle et consolider leur place en tant qu'hégémon international. Ce serait la dimension sociopolitique où le soft power et la domination idéologique à travers le monde encouragent la coopération et découragent la confrontation. Comme toute superpuissance au sommet, diffuser l'idéologie et la culture nationale est essentiel pour contrôler les pays étrangers. En projetant une image de domination et grâce au hard power, la Chine peut contrôler une grande partie de ce qu'elle doit contrôler. En diffusant vos normes culturelles, arts et conventions sociales dans la conscience collective d'autres populations, vous suscitez un soutien à vos décisions plus profond que la simple peur. L'Italie, par exemple, projette son soft power à travers ses artefacts culturels comme la cuisine, l'architecture, l'iconographie religieuse et l'histoire de la Rome antique. Cela suscite une image positive de leur pays chez les étrangers. Les soviétiques ont fait pareil avec leur art et leur gouvernance en Asie centrale et Europe de l'Est. Et l'Amérique le fait en Occident depuis presque un siècle. En établissant son contrôle, la Chine devra développer son secteur du divertissement à l'export, car la Corée du Sud avec la K-pop et le Japon avec les animés dominent culturellement la région, pas la Chine. Nous avons déjà constaté les effets du soft power chinois aujourd'hui. Des entreprises américaines comme Blizzard, Apple, Disney et des ligues comme la NBA ont interdit les critiques envers la Chine à leurs employés et partenaires, car le marché chinois est devenu essentiel pour leurs revenus et stratégies.
Des effets similaires sont observés au Kenya, en Afrique du Sud et au Nigeria, où l'influence chinoise a généré une opinion positive parmi les populations locales. L'enseignement supérieur, l'industrie informatique et l'armée sont les aspects les plus admirés par les étrangers. En développant le secteur crucial du divertissement sur le plan du soft power, ils projettent leur domination à tous les niveaux. Cela les aidera à réduire le problème des sympathisants occidentaux et à les placer davantage en tête dans la compétition entre grandes puissances. L'Amérique a obtenu un soutien mondial sans précédent, en particulier au XXe siècle, grâce à les productions de divertissement exportées par Hollywood et l'industrie musicale, même lorsqu'elle organisait des coups d'État et pillait les ressources naturelles des pays. Les opinions positives sur l'Amérique ont connu des hauts et des bas selon les données de recherche, avec des niveaux historiquement bas pendant les années de la guerre contre le terrorisme et une remontée au cours de la dernière décennie. La Chine peut suivre le modèle américain pour asseoir sa domination par le soft power. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais cela devrait devenir une réalité dans un monde dirigé par la Chine, où les pays d'Afrique et de l'hémisphère oriental consommeraient davantage de divertissement, de contenu sur les réseaux sociaux, de nourriture et de littérature chinois que leurs équivalents occidentaux. Ce serait un changement notable, très différent de notre monde actuel. Mais la culture chinoise et le soft power ne sont pas les seuls changements sociopolitiques dans ce nouveau monde. Les conventions politiques chinoises devraient être exportées. Comme l'Amérique a passé des décennies à exporter l'éthique des démocraties libérales pro-occidentales, la Chine exportera son autocratie et son économie de marché socialiste. Bien que le PCC chinois soit une puissance capitaliste, des termes comme capitalisme autoritaire ou d'État décrivent aussi leur économie. Parce qu'il existe une coexistence d'entrepreneurs et de capitalistes, avec l'entreprise collective, l'État contrôle toujours les actifs au final, et le PCC affirme que la Chine n'est pas elle-même un État capitaliste. Quoi qu'il en soit, l'économie de marché socialiste ou le gouvernement technocratique n'est ni une démocratie ni un État capitaliste. Dans tous les cas, ils considèrent leur modèle comme supérieur, comme le font toutes les superpuissances, et leur engagement envers celui-ci les a menés jusqu'à ce point. Ils chercheront donc à promouvoir des économies de marché comparables sous un contrôle étatique centralisé dans la région. Ainsi, un conglomérat gouvernant plusieurs nations pourrait être adopté, avec le PCC chinois à la tête d'un modèle régional de gouvernance chinoise. Un État autocratique dominant la politique mondiale pourrait instaurer une entité semblable à l'URSS si l'Amérique ne peut l'en empêcher. À mesure qu'ils développent des outils comme la technologie de reconnaissance faciale et les systèmes de crédit social, une gouvernance autocratique à grande échelle devient plus réalisable et permet aux Chinois d'établir un type de contrôle politique qui n'a jamais été atteint auparavant. Cela pourrait apporter l'harmonie sociale et la prospérité pour tous, ou au contraire limiter nos libertés et provoquer une révolution menant à l'anarchie. Nul ne peut le prévoir. Les histoires cauchemardesques que l'on entend sur la surveillance du PCC ou l'emprisonnement des critiques du gouvernement ne sont pas souhaitables. Mais cette gouvernance pourrait permettre à la Chine de décider à l'échelle nationale ou régionale sans le consensus des électeurs ou le soutien majoritaire. Ils peuvent simplement adopter et appliquer les politiques économiques, politiques ou militaires qu'ils jugent appropriées sans opposition. La propagande du PCC serait sûrement diffusée dans tout l'hémisphère oriental, vantant la bienveillance et la suprématie de la Chine pour renforcer leurs objectifs. Ces tactiques évoquant la façon dont la Chine a réintégré Hong Kong et éliminé l'influence occidentale. Cela rappelle aussi l'initiative La Ceinture et la Route et l'infrastructure technologique développée en Afrique par Huawei, ZTE et China Telecom. Cette route de la soie numérique, où des câbles à fibre optique relient différents pays hôtes, n'est pas seulement un outil de soft power pour la Chine, mais c'est aussi un dispositif concret qui peut l'aider à exporter son contrôle technocratique. Dans certains endroits comme le Zimbabwe, Singapour et des régions d'Eurasie, des villes intelligentes basées sur la technologie de reconnaissance faciale par intelligence artificielle sont déjà mises en place par des entreprises comme Ye2 et CloudWalk, permettant à la Chine d'installer son infrastructure de surveillance domestique à travers le monde. Cette infrastructure technologique, reliée à la Chine via ces entreprises, renforce déjà leur capacité de surveillance, un modèle qui pourra s'étendre dans leur nouvelle ère de domination. Sinon, ils peuvent laisser les pouvoirs locaux, comme en Corée du Sud ou au Japon, gérer le contrôle intérieur pour préserver l'opinion publique sur leur domination. Mais cette option risque que les pouvoirs locaux s'unissent contre eux et contrôlent librement leur population. Le contrôle autocratique est jugé plus sûr pour éviter les aspirations démocratiques, comme le montre l'absence de démocratie en Corée du Nord et en Chine ces dernières décennies. Ils ne pratiquent peut-être pas un modèle autocratique à l'étranger comme ils le font chez eux, mais gouverner d'une main de fer en exportant leur système autocratique, basé sur la technosurveillance, leur donne l'avantage pour perpétuer leur domination. Au cours du XXe siècle, l'Amérique a renversé agressivement de jeunes pays communistes dans leur région afin d'établir la démocratie comme norme dans les esprits occidentaux.
On peut aussi s'attendre à ce que la Chine fasse pareil avec les mouvements démocratiques à l'Est quand elle dirigera. Une chose est sûre, toute puissance hégémonique mondiale impose son modèle de gouvernance au reste du monde, la Chine comprise dans ce nouveau contexte. Que propose alors ce monde à l'Occident? Le paysage des ressources naturelles et de l'influence sociopolitique est désormais plus restreint. L'ère de l'hégémonie américaine est terminée. La délocalisation sur des décennies a limité leur capacité à relancer l'économie de façon autonome quand il le fallait. Privés des anciens marchés libéralisés et partenariats commerciaux, ils ne peuvent plus dominer comme avant. L'incapacité à lutter contre l'expansion du contrôle militaire et de l'influence économique de la Chine dans des régions cruciales liées aux matières premières et aux ressources naturelles les a laissés dans l'impossibilité de rivaliser avec le nouvel hégémon en tant qu'égal, même s'ils restent capables de survivre et de demeurer un acteur puissant. Leurs exportations culturelles restent importantes en Europe et en Afrique anglophone, mais dans les pays africains contrôlés par la Chine, elles seraient éliminées par une politique de tolérance zéro envers les sympathies pro-occidentales. Le nouvel ordre mondial serait moins connecté. C'est le même phénomène de démondialisation que nous vivons aujourd'hui, après 70 ans de contrôle américain sur les mers du commerce mondial, mais accéléré sur quelques générations. La prise de conscience de la fragilité des chaînes d'approvisionnement a poussé les grandes nations à revoir leur stratégie commerciale et à renforcer la production locale, en réduisant leur dépendance aux importations. L'animosité entre les États-Unis et la Chine accélérerait la fragmentation du commerce et de l'économie mondiaux, rendant le monde plus divisé et compartimenté que jamais. À ce stade, l'Amérique est prise au piège des grandes puissances, comme l'alertent les spécialistes depuis des décennies. L'hégémon émergent a remplacé son rival par la guerre, le soft power et l'abondance économique pour devenir l'hégémon international. Ils ne seront pas remplacés avant qu'un nouveau piège de la rivalité entre grandes puissances ne s'abatte sur eux. C'est ainsi le jeu d'échecs des rapports de force, toujours anarchiques et jamais stables. Merci d'avoir regardé.